Bonjour. Vous le savez, j'aime parler d'art, mais c'est un truc que je ne fais pas, c'est définir en général ce qu'est le beau. Pourquoi je ne le fais pas? Parce que n'en déplaise à la robinetterie, je pense que s'amuser à définir ce qu'est le beau va plus en dire sur nous que sur l'œuvre d'art, ou sur le beau en lui-même, sur la notion de beau, puisqu'on va forcément le définir de manière extrêmement subjective. Alors si vous voulez ma définition subjective du beau, moi je prends la même que celle de Nicolas Boileau, hein, voilà, parce que moi je connais mes classiques, parce que moi j'ai du Logos, dans son art poétique il dit que le beau c'est le vrai, hein, voilà. Bon, je vais pas m'amuser à définir ce qu'est le vrai, voilà, une définition à la fois. On est avancé. Mais il y a quelque chose sur lequel on peut réfléchir, c'est qu'est-ce qu'un artiste, hein, voilà. L'artiste, c'est celui qui pratique l'art, ok, merci d'être venu, abonne-toi, mets un j'aime, active la cloche, fais un don. Le don moyen, c'est à partir de 70 €, hein, voilà, pense-y. Donc l'artiste, c'est celui qui fait de l'art, et donc nous, forcément, lorsqu'on va regarder de l'art, ou bien écouter de l'art, ou lire de l'art, hein, je sais pas ce qu'on peut faire d'autre, la liste est non exhaustive. Comme on l'a déjà vu plusieurs fois, ça arrive souvent que l'artiste va parler un peu de lui, hein. Les gens parfois parlent de ce qu'ils connaissent. Oui, c'est vrai. Je sais que sur YouTube, c'est peu fréquent, mais parfois ça arrive. C'est vrai, franchement, c'est vrai. Vous n'êtes peut-être pas habitué, mais moi je suis habitué à voir des gens qui parlent de ce qu'ils connaissent. On se marre bien, n'est-ce pas? Et donc parfois les artistes vont mettre des éléments autobiographiques dans leurs œuvres, et parfois ils vont même aborder la question de l'art de manière assez frontale. Voilà, on va faire un film sur l'art, on va faire un film sur un artiste. Bon, et là je trouve ça intéressant. C'est comment est-ce qu'un artiste va représenter un autre artiste? Là, vraiment, je trouve qu'on est dans l'inception, hein. Et c'est intéressant, c'est le beau, car c'est le vrai. Ou pas. Parce que si jamais moi je me mets à vous demander, à votre avis, c'est quoi un artiste? Comment est-ce qu'on peut représenter un artiste? Ou comment est-ce qu'on représente un artiste en art? Vous allez me répondre à peu près tous la même chose. Parce que vous avez tous vu à peu près les mêmes films. Il y a la même image, on va dire, un peu d'épinal de l'artiste. Le mec, vous savez, à moitié fou, qui se drogue. Parce qu'en fait, il y a pas mal de films qui ont véhiculé cette image de l'artiste. Vous savez, l'artiste un peu maudit, voilà, genre, oh là là, je souffre, oh là là, j'ai tellement de talent. Où le récit se compose en 2 ou 3 actes, soit c'est ascension-chute, soit c'est ascension-chute et un peu renaissance et tout. Genre, où c'est, oh là là, après avoir pris tellement de drogue, oh là là, je reviens au sommet de ma gloire. Bon, vous voyez exactement le genre de film dont je veux parler. Mettez des titres en commentaire, hein, commente. Et donc ça, c'est une représentation tout à fait classique de l'artiste, et comme je le disais, c'est une sorte d'image d'Épinal, c'est un lieu commun, c'est un peu un cliché du mec qui est un peu exubérant, parce que tu vois, quand t'es artiste, tu crées comme ça, t'as la folie créatrice qui est en toi. Et en fait, moi je suis désolé, mais je trouve cette vision de l'artiste extrêmement peu intéressante. Je pense qu'on l'a trop vue. Je veux pas dire que ça n'existe pas, qu'il y ait des artistes un peu fous comme ça, un peu exubérants, qui aiment bien parler fort, qui aiment bien faire des trucs, qui aiment bien comme ça se mettre en avant, qui aiment bien prendre énormément de drogue, qui parlent sous la pulsion de la drogue et puis qui font des trucs de fous. Mais je pense que sur tous les artistes qui existent sur Terre, qui ont existé dans l'histoire de l'humanité, c'est une minorité. C'est pas une étude scientifique, hein, c'est de l'Institut du doigt mouillé là, hein. C'est moi qui estime que bon quand même, cette vision de l'artiste est quand même surreprésentée. Et moi qui suis à la recherche quand même d'originalité dans l'art, hein, voilà, sans faire de l'originalité une vertu absolue, mais disons qu'un film qui est totalement banal ou un livre qui est totalement banal, bon, est-ce qu'il est spécialement intéressant? Non, il faut au moins qu'il ait un peu d'originalité. Ça veut pas dire que si c'est original c'est bien, hein, mais disons que c'est quand même une condition sine qua non pour, comment dire, s'élever au-delà de la masse. Je vois mal un film, un roman ou un tableau m'émouvoir profondément si j'ai déjà vu 150 fois la même chose avant, même s'il est très bien fait. Mais heureusement, donc des visions plus originales de l'artiste que le mec un peu fou comme ça, qui est un peu maudit, qui prend de la drogue et puis après ça va pas, et après il arrive à surmonter un peu ses addictions pour revenir au sommet de son art. Mais on a quand même des films qui vont présenter une autre vision de l'artiste. Et forcément, je vais pas pouvoir être exhaustif. Donc si tu te dis, oh là là, mon film sur l'art, il est trop bien, il en a pas parlé et tout, et c'est pas grave, tu fais ta propre vidéo à toi, hein. Et moi, je parle des films que j'ai envie, toi, tu parleras des films que t'as envie. Et les moutons seront bien gardés. Et des moutons bien gardés, monsieur, c'est le beau. Et forcément, si je peux être sensible à des films comme Amadeus, en fait, qui présentent un peu cette idée de l'artiste un peu exubérant, c'est parce qu'en fait, il y a un contre-coup dans le film Amadeus de Milos Forman. Il y a un contre-coup, et ce contre-coup, c'est l'autre compositeur qui joue un peu le méchant, l'antagoniste, hein, Salieri, bon, je sais pas comment ça se prononce, voilà, vous chercherez, qui est jaloux en fait du talent de Mozart, et c'est à lui qu'on va s'intéresser. C'est qu'en fait, on va s'intéresser à un mec qui est jaloux du talent de Mozart et qui se rend compte qu'en fait, Mozart, en fait, c'est un petit con et il ne mérite pas son génie, il ne mérite pas son talent, et du coup, il comprend pas comment ça se fait que lui, qui a toujours été pieux, qui a toujours bien travaillé et tout, et il n'arrive pas à un dixième du génie de Mozart. Alors pour les deux intellos devant, je sais, c'est pas la réalité historique, on s'en fout, c'est pas la question. Juste, c'est intéressant d'avoir, on va dire, une variation autour de ce thème
de l'artiste un peu comme ça, qui a un talent inné, qui a un génie, qui est exubérant, en le représentant du point de vue du mec qui est profondément jaloux. Du mec qui ne comprend pas comment ce type peut être aussi imméritant et déborder autant de talent. Il y a une scène que j'aime beaucoup dans le film, c'est à un moment donné, il est là comme ça, il regarde sa cheminée, il prend son crucifix. J'ai vu le film il y a 15 ans, donc c'est un souvenir de tête. Hein. Et il le jette dans le feu et il lui dit « From now on, we're enemy, you and I ». Un truc comme ça. Voilà, donc maintenant il est l'ennemi de Dieu parce que Dieu a donné du talent à un mec qui ne le mérite pas. Et je trouve ça génial. Mais de manière générale, j'ai beaucoup plus de sensibilité, on va dire, sur des films qui vont représenter des artistes comme étant des gens normaux. On a dit le beau c'est le vrai, hein, voilà. Et dans la vérité, l'artiste il est normal, hein. Dans la vérité, à part peut-être certains acteurs, moi si les acteurs sont des artistes, bon, c'est une question compliquée. Peut-être que certains le sont. Voilà, on a parfois certains acteurs qui vont surjouer, tu vois, le fait, voilà, d'être un peu des dandys, des trucs comme ça, parce que voilà, c'est un peu leur image. Et forcément, certains artistes aussi. Voilà, tu regardes le look d'Andy Warhol, bon, tu comprends tout de suite. Voilà, le mec, il veut jouer de son image d'artiste. Mais Andy Warhol n'est pas la majorité des gens qui pratiquent l'art, hein, qui pratiquent le beau et l'esthétique. Et donc, à côté des représentations façon Amadeus, je trouve qu'il y a tout un autre pan, on va dire, du cinéma à explorer. Hein, j'ai du cinéma, mais bon, parce que je m'y connais forcément un peu moins en littérature. Même si je peux citer le chef-d'œuvre inconnu de Balzac, hein, qui a été adapté au cinéma par Rivette dans La Belle Noiseuse. Hein, voilà, vous pouvez lire la nouvelle, elle est très courte, et après vous pouvez voir le film qui est très long. Mais ce que j'aime avec l'idée de la représentation de l'artiste comme quelqu'un de normal, c'est qu'en fait on va pas essayer de le mettre plus en avant que ça. C'est-à-dire qu'on va avoir un personnage qui va être un peu nuancé. On n'est pas sur une hagiographie genre oh là là mais qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est grand, qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est puissant, mais qu'est-ce que il arrive à penser le monde et la société et puis à faire véhiculer des émotions aux spectateurs. Genre l'inverse exactement de The Fablesman de Steven Spielberg. L'inverse exactement de ce film de merde. L'inverse. C'est nul. Je vais dire un autre gros mot. Diantre. Sacre bleu, ça c'est nul, ça c'est tellement nul. C'est oh là là, regardez-moi, je suis un génie. Ah, franchement, dès que j'ai touché une caméra, j'étais un génie quoi. Depuis que je suis gamin, tu vois, la première fois que j'ai touché une caméra, voilà, j'étais un génie direct, tu vois, direct. Et puis après, tu vois, j'étais adolescent, pareil, j'étais un génie, tu vois, j'avais des idées comme ça de mise en scène, des idées d'effets spéciaux, tu vois. Et puis le spectateur, tu vois, il s'est pas dit oh bah c'est un peu nul parce que c'est un film d'ado. Il s'était là genre oh là là, je suis ébloui par ton talent, je suis ébloui. Brrr. Et puis Steven, il a secoué sa crinière, il a fait brrr. C'est nul. C'est nul, c'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Le mec est un génie du début à la fin. Y a rien, y a pas d'évolution, y a rien. Et c'est une autobiographie, c'est-à-dire que le mec, il est littéralement en train de dire, vous voyez comme je suis bon, hein, vous voyez comme je suis bon. On dirait une de mes vidéos. Sauf que moi, il y a un peu de second degré, évidemment. Hein, mais est-ce que Steven, il comprend le second degré? Moi, je suis pas sûr. Hein. Steven, il semble pas comprendre spécialement l'ironie. Hein. Il a l'air très premier degré dans son film. Bref, si vous aimez The Fablesman, vous êtes mon ennemi personnel. D'accord? C'est important de le savoir. Vous aimez tout ce que je déteste en art. Et je vous défie en duel Pokémon. Et donc je pense qu'il y a des films qui sont beaucoup plus intéressants que The Fablesman à regarder et qui vont explorer de manière bien plus intéressante ce qu'est un artiste. Hein, sans le présenter comme un génie comme ça absolument parfait, voilà. Issu d'une famille de génies. Bon et forcément je vais pas pouvoir développer sur tous les films qui représentent on va dire des artistes de manière un peu réaliste, comme des personnes tout simplement humaines. Mais j'ai envie de développer 3 exemples, mais juste voilà pour citer 2 noms où je m'en voudrais en fait de juste pas les mentionner. Je veux parler de Van Gogh de Piala, hein, voilà, Van Gogh de Piala, ou bien de Camille Claudel 1915 de Bruno Dumont, où là en fait Bruno Dumont en fait il aborde quasiment pas la question artistique. Bon, au niveau réalisme, bon c'est Bruno Dumont, donc contrairement à Piala il ne vise pas le naturalisme, mais c'est quand même intéressant d'aborder l'artiste Camille Claudel dans sa période où en fait elle ne fait pas d'art, où elle est enfermée dans un asile psychiatrique. Hein, voilà, ça dit quand même quelque chose. D'habitude quand tu veux parler d'un artiste, tu vas quand même essayer de le montrer en train de créer. Bah là, lui non, Bruno Dumont il s'en fout. Lui il la montre chez les fous. Bon et forcément je suis obligé de citer un peu Keshish, mais voilà, par exemple dans Make to My Love, le mec c'est un peu un artiste, et il est représenté comme un mec totalement banal qui essaye de pécho à droite à gauche. Dans La vie d'Adèle, bah pas Adèle, l'autre, qui est joué par Léa Seydoux, j'ai oublié son nom, et ben c'est une artiste, mais l'art est vu comme quelque chose d'assez bourgeois finalement. Bref, il y a des idées de représentation voilà, qui existent et qui sont intéressantes. Mais forcément, je ne peux pas parler d'artistes qui seraient représentés de manière réaliste sans réaborder encore pour la 150e fois Hong Sang-soo. Mais bon, Hong Sang-soo, qu'est-ce que vous voulez quoi, c'est top 3 des meilleurs réalisateurs actuellement et il n'est pas 3ème quoi. Je suis en train de calculer en fait. Ouais, peut-être qu'il est 2ème derrière Bruno Dumont. Hein, voilà, Keshish étant hors de course tant qu'il refait pas des films. Abdelatif, si tu veux être dans la liste, tu refais des films maintenant. Hein, ça suffit de bouder là. Tu nous sors tes films et puis comme ça tu pourrais être dans la liste. Hein, peut-être devant Hong Sang-soo. Allez, on s'active. Donc Hong Sang-soo, vous le savez si vous regardez un peu mes vidéos, ses personnages principaux, c'est quasiment toujours des réalisateurs, hein, des réalisateurs un peu paumés qui essaient de draguer à droite à gauche et ça ne marche pas.
ou très difficilement. C'est des mecs qui essayent d'utiliser un peu leur notoriété pour coucher, et bon, parfois c'est quand même assez aléatoire. Chez Hong Sang-soo, donc les artistes, en fait, dès qu'ils ont une interaction avec quelqu'un de nouveau, une fille notamment, la fille elle est là, elle fait « Ah mais je vous connais, vous êtes réalisateur, non ?» et tout. Et puis, bah lui il est là comme ça, un peu qu'une fausse modestie, en train de dire « Oui, c'est ça, Komishida, Komishida ». J'en sais rien, je sais pas ce que je raconte. Sauvez-moi. Je souffre. Et en fait, une fois sur deux, la fille elle connaît pas du tout son œuvre, mais juste elle l'a déjà vue à la télé ou un truc comme ça. Bon, on est sur quelque chose qui sonne vrai. Je veux dire, voilà, c'est pas parce que tu reconnais un mec parce que tu l'as vu une fois dans un magazine, dans un journal, dans la télé ou je sais pas quoi, que tu connais fondamentalement son œuvre. Et on a dit le vrai, c'est le beau. Et moi, ce que j'aime là-dedans, c'est le côté pathétique de l'artiste. C'est-à-dire qu'en fait, l'artiste, il est comme toi et moi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plutôt comme vous d'ailleurs. Mais c'est quelqu'un d'un peu pathétique, quoi. C'est quelqu'un qui, bon, bah, il est pas forcément à l'aise avec les femmes, il est un peu jaloux, il essaie de dragouiller, ça marche pas. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, bon, bah, ton artiste, il est aussi pathétique et ridicule que n'importe qui d'autre. L'artiste n'a pas une place spéciale dans la société. C'est juste un mec comme un autre, sauf que lui, ben, il fait de l'art pour vivre. Il y a des mecs qui font des voitures, et ben, lui, il fait de l'art pour vivre. Et donc forcément, je ne peux que vous reconseiller Un jour avec, un jour sans, sur ces questions de l'artiste, qui est une personne totalement banale, où en fait c'est un réalisateur qui va dans un festival pour présenter son œuvre, et il rencontre une fille, et donc il va essayer un peu de la draguer, de la caresser dans le sens du poil et tout, et bah, ça ne marche pas. 아, 수원에 영화 틀러 왔습니다. 예, 특강 하러 왔어요. 무슨 강의 하세요? 아, 제 영화 틀고 나서 관객하고 이렇게 얘기 같은 거 하고 그럽니다. 예, 강의하러 온 건 아니고요. 자기 영화가 있으세요? 예. 뭐 영화 감독이세요? 예, 그렇습니다. 그렇구나. 뭐 하세요? 아무것도 안 하는데요? 아, 우유 마시고 있어요. 예. 아무것도 안 하시는구나. 네. 그러면 영화 감독 누구세요? 혹시 제가 아는 분이신가요? 아, 예, 저는 함춘수라고 합니다. 정말요? 예, 예. 저 감독님 잘 알아요. 정말 유명한 분이시잖아요. 아, 제가 뭐. 그랬구나. 그래서 그렇게 달라 보이셨구나. 반갑습니다. 반갑습니다. 네. 그런데 정말 함춘수 감독님 맞으세요? 아, 예, 그럼요. 예. 예. 우유 주세요. Au bout d'une heure, ça coupe, et le film recommence. Et cette fois, il ne va pas dire exactement la même chose à la fille, et il va réussir à se la mettre un peu plus dans la poche. Hein, il va moins lui mentir, être plus honnête avec elle, et réussir un peu mieux à la dragouiller. Parce que ça marche à la fin. Je ne vous le dis pas. Aucune spoliation ici. Et il y a un autre extrait, je sais plus si je vous l'ai déjà montré, mais que je trouve juste absolument génial. Je pense qu'il y a tout Hong Sang-soo contenu dans cet extrait. Alors, je vais sans doute couper parce que c'est très long. Hein. Hong Sang-soo, il aime bien étirer les scènes. Mais en gros, ce sont deux amis, ça fait très longtemps qu'ils se sont pas vus. Et du coup, ils se rencontrent et puis ils vont échanger ensemble dans un resto. Il y en a un qui doit être professeur de peinture occidentale et l'autre, je sais plus s'il est réalisateur ou... Voilà, c'est deux artistes. Ou du moins, les deux sont dans le domaine de l'art. Et puis les deux, tour à tour, ils vont essayer de draguer la serveuse. Je vous montre. 제가 영화 찍는 사람이거든요. 혹시 연기 같은 거 관심 있으세요? 영화요? 네. 전 영화 감독하는 사람이거든요. 근데 전 보통 그러니까 진짜 일반 사람들 중에서 배우를 고르고 있거든요. 아니 다큐멘터리 같은 거 아니고요. 진짜 영화인데요. 저 그런 거 안 하거든요. 아, 왜요? 제가 이상한 사람처럼 보여요? 아가씨 얼굴이 너무 좋아서 그래요. 그래서 제가 지금 이러는 거거든요. Peut-on faire plus malsain que cette interaction? Je ne sais pas, je ne pense pas. Et ce que je trouve drôle, c'est que l'autre, après, il fait exactement la même. 저 미안한데 괜찮으면 저랑 얘기 좀 할 수 있을까요? 네. 전 서영화를 가르치는 사람인데요. 혹시 모르겠어요. 저 그림 모델 같은 거 관심 있으세요? 모델이요? 예, 전 대학에서 선생하는 사람이니까요. 그런 걸로 믿으셔도 되고요.
전 보통 사람들한테서 모델감을 찾는 편이거든요. 네. 근데 좀 힘들 수 있는데 누드 모델이거든요. 어떨까요? 힘들까요? 저 그런 거 안 하거든요. 아, 누드 모델이라서 그런가요? 다 그러죠. 일단 전화번호를 드릴 테니까 한번 생각해 보세요. 전 아가씨가 모델로서 굉장히 좋을 것 같거든요. 아니에요. 저 정말 그런 거 못 하거든요. 실례하겠습니다. Donc le film là, il me semble que c'est La femme et l'avenir de l'homme. Je crois, je ne suis pas sûr. Tous les films de Hong Sang-soo se ressemblent, je les mélange dans ma tête. Ce sont tous les mêmes, hein, voilà. C'est démontré, c'est prouvé. Oh putain, c'est chaud. Ils se ressemblent tous. Là, je suis obligé de préciser que c'est une blague, car sinon je vais me retrouver avec tous les fans de Hong Sang-soo, ils sont 4, sur le dos. Hein. Mais disons qu'on voit bien là quel est l'intérêt de représenter l'artiste de manière, en fait, totalement banale, voire assez médiocre. Ça fait que il y a quelque chose d'universel, c'est-à-dire que toi, même toi, si sans doute pas artiste, hein, voilà, tu n'as pas une ombre de sensibilité artistique, contrairement à moi bien entendu, tu peux t'identifier en fait à ce personnage, tu peux ressentir en fait l'universalité du personnage et l'universalité de la situation, parce que toi-même tu as sans doute dragué de manière hyper nulle des filles, ou si t'es une fille, tu as sans doute dragué de manière hyper nulle des mecs. Oui, je le sais, je te vois. Et donc là, il se passe quelque chose quand tu regardes cette scène-là parce que t'es un peu dérangé, en même temps t'es un peu amusé parce qu'ils sont ridicules, mais en même temps tu fais « Oh mon Dieu, est-ce que parfois je fais ça moi aussi? Est-ce que parfois je suis aussi pathétique ?» Enfin, je parle pour vous, bien évidemment, moi, jamais, hein, voilà. Mais bon, Hong Sang-soo, je l'ai déjà parlé en long, en large et en travers. Là, j'ai envie de passer au film qui me fait faire cette vidéo, que j'avais brièvement abordé lors d'un direct, mais ça laguait à mort, donc bon, j'ai écourté. Mais ce film, c'est Showing Up de Kelly Reichardt, et ça tombe bien, hein, voilà. Parce que je suis quelqu'un qui pense, quelqu'un qui a un planning, hein, voilà. Le plan quinquennal, il est dans ma tête. Ce film, c'est donc Showing Up de Kelly Reichardt, et il sort le 3 mai. Donc là, normalement, il va sortir au moment où vous verrez cette vidéo, si vous la voyez au moment de sa sortie. Kelly Reichardt, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo-là. J'avais déjà diffusé son film All Joy au Club de l'Étoile, qui est pour moi son meilleur film. Donc c'est vraiment une artiste que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est quelqu'un qui fait des films absolument formidables, et elle fait des films formidables parce qu'en fait, elle raconte pas la même chose que tous les autres. Et si lorsqu'on voit l'affiche avec marqué dessus l'art naît du chaos, on peut être un peu comme ça en train de se dire oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va voir? Est-ce que ça va pas être hyper cliché? En plus, on peut voir dans le résumé, il me semble qu'à un moment donné, il y a marqué oui, elle va s'inspirer de sa vie pour créer son œuvre et tout. Là, tu te fais oh là là, mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, est-ce qu'on n'est pas là en plein cliché? Comment Kelly Reichardt va faire pour comment dire, manipuler des lieux communs comme ça, où l'artiste comme ça, il a des épreuves dans la vie et puis il s'inspire de ces épreuves pour faire son art? Bon, voilà, j'ai du mal, on va dire. Sauf qu'en fait, le film, c'est pas du tout ça. Je pense que le film est plutôt mal vendu dans son pitch. Disons que je pense que le pitch et que l'affiche ont été travaillés pour plaire peut-être à un large public, mais qui n'est peut-être pas le public qui va réussir à apprécier un film de Kelly Reichardt à sa juste valeur, c'est-à-dire dire que c'est le sublime et le beau. Hein. D'ailleurs, je pense que pour moi, c'est pour l'instant... J'ai pas vu beaucoup de films cette année, je vais très peu au cinéma en ce moment, mais je pense que c'est clairement le deuxième film de l'année pour moi, derrière Unruhe. J'en parlerai peut-être vite fait à la fin parce qu'il faut que je vous parle de Unruhe, même si ça n'a rien à voir avec le sujet. Et donc Showing Up, c'est un film qui va parler d'une artiste. Cette artiste est jouée par Michelle Williams. Michelle Williams, elle a joué déjà plusieurs fois avec Kelly Reichardt. Elle a joué dans Wendy et Lucie, elle a joué dans Certaines femmes, elle a joué dans La dernière piste, dont j'avais déjà fait une vidéo. Et donc là, c'est la 4e fois qu'elle se retrouve. Donc c'est deux artistes qui se connaissent bien. Hein, et Michelle Williams c'est beaucoup meilleur que dans The Fablesman, où dans The Fablesman on dirait qu'est-ce que tu fais, tu sais pas jouer, c'est quoi, en fait t'es déprimé, en fait on comprend pas, en fait tu as une maladie, enfin voilà, on sait pas trop ce qu'elle a dans The Fablesman parce qu'en fait elle joue mal, hein. Steven Spielberg ne sait pas diriger ses acteurs, alors que Kelly Reichardt elle sait, hein. Bon, on voit la différence entre un artiste et un génie autoproclamé qui en fait est un gros faiseur, hein, un yes man, sans grand talent. Et ce qui est extraordinaire dans le film de Kelly Reichardt, c'est qu'en fait, cette fille est une fille profondément normale. Elle est normale, c'est-à-dire que c'est une fille, bon, elle n'est pas hyper sociable, hein, voilà, elle est un peu renfermée, elle vit un peu dans sa bulle, elle a des problèmes vraiment matériels et vraiment concrets, genre elle n'a pas d'eau chaude, bon, c'est un problème concret, quoi, genre vraiment un problème, elle a un problème dans sa vie, c'est elle n'a pas d'eau chaude, elle emmerde sa logeuse pour qu'elle lui répare l'eau chaude. Et bon, et sa logeuse, c'est aussi une autre artiste, bon, qui a l'air un peu plus, on va dire, épanouie dans sa vie et tout. Et puis, bah, l'autre, elle dit non, mais j'ai d'autres trucs à faire et tout. Mais oui, promis, je m'en occupe. Et Michelle Williams, en tout cas, son personnage est vraiment, tu vois, genre un peu renfermé, on va dire.
C'est quelqu'un, en fait, c'est une artiste qui n'est pas quelqu'un de profondément sympathique. C'est pas quelqu'un qui est avenant, c'est pas quelqu'un qui est drôle, c'est quelqu'un qui est chiant. D'ailleurs, dans le dossier de presse, Kelly Reichardt disait que parce que ce personnage-là était une femme, en fait, son personnage paraît plus antipathique que s'il était un homme. Si c'était un homme, on aurait dit ouais, mais c'est le côté, c'est un peu un génie, tu vois, et donc on lui aurait peut-être pardonné plus de choses. Elle joue en fait avec une sorte de sexisme, ou une représentation sexiste de la part du spectateur pour renforcer en fait ce qui est véhiculé par le film. Et je trouve ça intéressant. Et vu que le personnage de Michelle Williams, qui est une artiste, est présenté comme quelqu'un de normal, qu'est-ce qu'elle fait? Et ben en fait elle bosse à côté. Et c'est ça que je trouve génial, c'est qu'en fait elle bosse à côté dans une école d'art, mais elle n'est pas, tu vois, professeure d'art. Elle fait, je sais pas, de la comptabilité ou je sais pas quoi, elle travaille dans l'administration de l'école d'art. D'ailleurs, il me semble que le film a été tourné dans une vraie école d'art, et à mon avis, hein, voilà, je spécule, mais je pense que c'est ça, on voit plein d'œuvres, on voit plein d'élèves en train de travailler et tout, à mon avis, c'est pas spécialement joué, hein. Je pense qu'elle est venue, elle a dû prendre sa caméra, elle a dû filmer des travaux d'élèves qui existaient en vrai. Et peut-être vraiment des élèves travaillés. Je sais pas, je spécule. Mais en tout cas, ça permet de donner au film comme ça un aspect authentique. C'est-à-dire qu'on voit vraiment, en fait, Michelle Williams évoluer dans une école d'art, mais elle, être en retrait, parce qu'elle a un rôle administratif. Parce que oui, en fait, ce qu'on dit pas sur les artistes, c'est que c'est extrêmement difficile de vivre de son art. Tu veux être romancier, et en fait, Bruno Le Maire va pas vivre de ses romans. Hein, voilà. Le renflement brun ne fait pas vendre, du moins pas suffisamment. Je pense que c'est pareil pour beaucoup de peintres, pour beaucoup de plasticiens, etc. C'est-à-dire qu'en fait, il y a seulement quelques domaines où on peut vivre de son art, et parfois le cinéma, mais grâce au statut notamment d'intermittent du spectacle. Sans l'intermittence, ce serait peut-être beaucoup plus difficile de vivre de son art en France. Et là, c'est quand même une sacrée originalité. Il n'y a pas beaucoup de films où on voit des artistes en fait travailler à côté. On voit en fait que l'artiste, il a des problèmes matériels, et que ce problème matériel, c'est tout simplement de réussir à organiser son temps entre son travail, on va dire ses problèmes personnels, et la création artistique. Parce que si tu veux créer, toi, par exemple, tu veux écrire un roman en rentrant du travail le soir, déjà, ça veut dire que il faut pas que t'aies d'enfants qui t'emmerdent, il faut pas que ta femme ou ton mari te dise non, mais en fait, tiens, tu veux pas passer l'aspirateur, il faut pas que ton patron te dise non, mais en fait, ce soir, tu peux pas rester plus tard, c'est-à-dire que il faut que tu arrives à organiser du temps pour réussir à écrire. Bruno Le Maire y arrive, hein, donc vous arriverez aussi. Je dis pas que c'est pas possible, mais disons que c'est compliqué. Et donc c'est ça qui est passionnant dans le film aussi, c'est qu'on voit en fait Michelle Williams essayer de s'aménager du temps pour essayer, on va dire, parce qu'elle est sculptrice, donc je l'ai pas dit, voilà, elle fait des sculptures. Donc essayer d'aménager son temps matériellement, hein, c'est-à-dire voilà, demain je peux pas aller travailler parce qu'en fait j'ai une exposition, voilà, s'il te plaît, laisse-moi chez moi. Et puis lorsqu'elle est chez elle, elle essaie de bosser, et en fait elle peut pas travailler parce qu'en fait il y a toujours des emmerdes qui viennent sur elle. Et je trouve ça génial. Parce qu'en plus, c'est des trucs trop cons. Et ce truc trop con inclut un pigeon. Alors, je vous raconte juste ce truc-là. D'accord? C'est le seul truc que je vais vraiment raconter du film. Mais je trouve que c'est tellement bien fait dans le film. En fait, à un moment donné, son chat, vous savez, les chats, c'est de la merde. Ça tue absolument tout ce qui est aux alentours. Et donc, son chat lui ramène en pleine nuit un pigeon. Bon. Et donc, qu'est-ce que tu fais, toi, si jamais ton chat, il ramène un pigeon qui agonise? Tu fais exactement comme elle dans le film. Tu prends genre un balai, tu fais « Ah, c'est dégueu !» et tu le jettes par la fenêtre, tu fais « Va mourir plus loin !» Je trouve cette scène absolument fabuleuse parce que c'est exactement ça. C'est le même regard de dégoût quand ton chat il t'apporte un piaf et tu fais mais oh putain, qu'est-ce que je fasse de ce truc là? Vas-y, mais va faire ça ailleurs. Moi par exemple, mon chat il me ramène des chauves-souris. Je les élève ensuite pour créer un nouveau coronavirus. Disons que là on est vraiment sur une réaction du personnage de Michelle Williams qui est 100% vrai, 100% authentique. Le petit dégoût comme ça du fait de jeter le pigeon par la fenêtre et de dire non mais va mourir plus loin. Moi je trouve ça juste absolument succulent. Parce que si vous avez un chat, vous l'avez forcément déjà fait. Sauf vous êtes un psychopathe et que vous l'avez tué vous-même pour abréger ses souffrances. Je vous respecte dans ce cas. Bon, et là tout ce que je raconte sur le film, on pourrait se dire oui ok, ça parle des problèmes matériels en fait simplement d'un artiste pour arriver à se dégager du temps pour créer, sa personnalité qui forcément est impactée par le fait que son environnement n'est pas propice à créer, et c'est vrai. Mais il y a aussi peut-être une réflexion, qui n'est peut-être pas la réflexion la plus subtile du film, mais que je trouve intéressante, qui est en fait le fait que parfois, lorsque tu crées, ton œuvre elle n'est pas parfaite. Et ça, je trouve ça intéressant, elle n'est pas parfaite, parce qu'en fait, il y a des choses qui ne dépendent pas de toi, et après, ces défauts vont faire partie de l'œuvre, et tu peux rien y faire, et il faut l'accepter. C'est-à-dire que même dans la sculpture, qui est quand même quelque chose d'assez personnel, d'assez solitaire, tu vois. Après, tu compares avec la réalisation d'un film, qui est un travail collectif, où il faut qu'il y ait des acteurs, un chef opérateur, un réalisateur, un monteur, bref, des techniciens d'effets spéciaux, bref, plein de monde. J'ai oublié la moitié, hein, c'est, voilà, le costumier, bref, voilà. Hein. Je ne vous dénigre pas, mais je peux pas tout citer. C'est pas un annuaire.
Donc si ça peut rater dans un truc très solitaire comme la sculpture pour des raisons extérieures, t'imagines même pas comment ça peut rater dans un film pour des conditions extérieures. Et il faut l'accepter, il faut vivre avec, il faut juste en fait accepter que ton œuvre elle n'est pas forcément parfaite, elle n'est pas exactement comme tu l'as voulu toi, mais que les défauts, les petites aspérités, ça peut ajouter du charme à cette œuvre. C'est limite un message un peu stoïcien, c'est-à-dire voilà, ça ne dépend pas de toi, et voilà, il va falloir l'accepter et vivre avec. Et ça ne sert à rien finalement de complexer parce que ton œuvre n'est pas parfaite, parce qu'en fait finalement aucune œuvre n'est parfaite, rien n'est parfait, il y a toujours des petites aspérités et que ces petites aspérités, c'est ce qui donne le sel de l'œuvre. Et pour toutes ces raisons, je pense que Showing Up est un très bon film, parce qu'il a une proposition, on va dire, de vision d'artiste qui est totalement différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Moi, je suis pas sûr d'avoir déjà vu une artiste représentée comme Michelle Williams dans le film. Parce que si j'ai déjà vu, par exemple, dans le film Michel-Ange de Kong Chakrut, je sais pas quoi, un russe, un artiste, en fait, on le montre très peu en train de créer et bien plus en train d'essayer de résoudre des intrigues politiques pour réussir à faire son œuvre. Voilà, c'est la première fois que je crois que je vois un artiste qui est confronté à des problèmes nuls, tu vois, des problèmes vraiment nuls de chaudière, tu vois. Et là, effectivement, oui, c'est un artiste, aujourd'hui, de nos jours, oui, tu peux avoir un problème de chaudière qui t'empêche de créer, parce qu'en fait, tu as envie de prendre une douche, tu as envie de te laver, et tu te dis, putain, je peux pas me laver, parce qu'en fait, j'ai pas d'eau chaude, et ça me saoule, en fait. J'ai envie d'être propre. En plus, comme c'est un film de Kelly Reichardt, le film est extrêmement calme, c'est-à-dire qu'en fait, même quand il y a des disputes, les disputes, elles sont, comment dire, un peu étouffées, c'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils se disent des propos, mais il n'y a pas vraiment d'éclat, c'est pas les personnages qui vont s'énerver, crier, surjouer, et tout est un peu étouffé. Et ça donne un film extrêmement calme et extrêmement plaisant à voir. Et juste, voilà, je vais vous raconter une deuxième scène. À un moment donné, elle s'énerve vraiment, Michelle Williams. Et je trouve que c'est tellement drôle parce qu'en fait, c'est tellement vrai. Il y a des gens, ils s'énervent, voilà, ils crient, ils font ah. Mais dans la vraie vie, c'est quand même très peu de gens qui font ça. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un buisson, puis elle tire des feuilles, elle fait ta 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 ta. Et je trouve que c'est trop drôle parce qu'en fait, oui, dans la vraie vie, il y a des gens, ils s'énervent, ils sont là, ah. Tu vois, genre juste, tu casses un truc, tu fais, mais tu sais, c'est un petit truc nul, tu vois, genre. Tu vois, c'est pas genre je prends l'assiette et je fais non et je la jette et tout avec un ralenti et tout. Ça arrive pas dans la vraie vie, tu vois. En général, tu casses un truc nul, genre t'es en train de faire la vaisselle et puis t'as ton chiffon et t'en as marre et tu jettes ton chiffon, tu vois, c'est nul à chier. Mais voilà, et ça, c'est dans le film. Voilà, c'est le beau. Voilà, c'est parce que c'est le vrai. Donc tout ça pour dire, allez voir Showing Up, c'est un film à soutenir en salle. C'est vraiment super bien. Vous ne verrez pas mieux cette année, à part peut-être Unruhe. Unruhe s'appelle Désordre en français, il doit encore être en salle. Sinon, ça se trouve, ou c'est un film en fait sur le militant anarchiste qui s'appelle Kropotkin, Piotr Kropotkin, mais ici nous l'appellerons Pierre car nous sommes en France. Bon, il va dans le Jura suisse pour observer en fait des gens qui travaillent dans l'horlogerie, donc un travail extrêmement précieux, non pas précieux, minutieux, voilà, je perds mes mots. Et en fait on voit la montée en puissance du capitalisme, on voit comment en fait le fait de pouvoir minuter, de pouvoir chronométrer, en fait ça pousse les ouvrières à devoir travailler toujours plus vite alors qu'elles font un travail extrêmement minutieux. Un instant. Vous le remettez, s'il vous plaît. Parfait, on démarre. Première chose, il faut bien saisir le spirale. Die schaffen am Herzwurm. Il faut travailler plus rapidement. Une minute 13. Si vous pincez tout de suite, le spirale déjà un demi-tour, voire un tour en avant, et comme ça, ça vous augmente la cadence, et c'est beaucoup plus profitable pour nous deux. Et comment en fait les ouvrières vont essayer de trouver des stratégies d'évitement pour éviter comme ça de se tuer finalement à la tâche, parce que le but en fait c'est toujours pas de tirer au flanc, mais quand même un peu quoi, de pas se tuer à la tâche, mais également de voir comment est-ce que les anarchistes vont essayer de se structurer et de comprendre comment est-ce que les capitalistes vont tout faire pour exclure les anarchistes. Par exemple, les anarchistes ne veulent pas payer l'impôt et du coup ils disent quoi, tu payes pas l'impôt mais tu votes pas alors. Et comme ça ils peuvent exclure les anarchistes du vote. Bon, il y a vraiment 1000 choses à dire sur ce film. Je vous renvoie à ma critique que j'ai fait sur Sens Critique, je sais pas si elle est exhaustive, mais en tout cas j'aborde plein de points. En tout cas c'est un chef d'œuvre avec quelques scènes vraiment magnifiques. Je pense à cette scène là qui est une des scènes on va dire les plus démonstratives de sa beauté dans le film, une scène de chant. L'ouvrier n'a pas de patrie. Misérable ouvrier,
lève aujourd'hui ta main et nous t'acclamerons demain, République du genre humain. Les rois ont mis des frontières entre le peuple travailleur. Puis il y a une autre scène que je trouve très belle qui est à la fin du film, j'avais mis sur Twitter, où en fait on a un homme et une femme qui discutent. En fait la fille explique que elle pratique le Unruhe, c'est-à-dire en fait, je crois que c'est le balancier, je sais plus comment on dit en allemand, enfin bref, elle arrive dans l'horloge, en fait elle fait le balancier, et donc en fait elle explique à Pierre, hein, Kropotkin, comment est-ce qu'en fait elle arrive à monter sa montre et tout, et puis Kropotkin là comme ça en train de la regarder, et puis l'autre elle explique son truc avec l'air un peu gêné et tout, et puis il y a... On sent que les deux, voilà, on sent par le jeu de regard et le fait qu'elle parle et que l'autre en fait, il est là et dit oui, ouais, je crois que je comprends un peu ce que tu dis. En fait, il a rien compris, personne n'a rien compris à ce qu'il raconte, c'est trop compliqué, tu vois, c'est un truc extrêmement complexe où un ouvrier qualifié en train d'expliquer son travail, toi tu comprends pas forcément quoi. Tu serais pas capable de le reproduire en tout cas. Et puis lui il dit ouais, je crois que je comprends avec un petit sourire et tout. Et tu sens que il y a de l'amour dans l'air quoi. Et je trouve ça c'est le beau aussi, c'est pareil, c'est quand tu sens que tu as une discussion totalement anodine avec quelqu'un et tu sens que le courant y passe parce que voilà, il y a un jeu dans le regard, il y a un petit rire gêné, il y a quelque chose, voilà. Et ça c'est magnifique. À vrai dire, je comprends toujours pas ce que vous faites exactement. Bah, normalement je suis régleuse. Mais là pour l'instant je fais différentes choses. Et c'est quoi le travail d'une régleuse? Régleuse, c'est... Je produis la Unruhe. C'est le balancier. Et oui, dans la montre, il y a le balancier, le spirale, l'échappement, d'où là vient le tic-tac de la montre. Bon, et pour revenir sur mon sujet sur qu'est-ce qu'un artiste, moi ce que j'aime bien, c'est lorsqu'un film me surprend. Hein, lorsqu'un film me surprend. Et c'est le cas de Beau Travail de Claire Denis. Alors si ça vous intéresse, Beau Travail, vous savez, dans le top 100 Sight and Sound, je sais pas quoi, là, où ils ont classé les 100 meilleurs films selon je sais pas combien de critiques et tout. Bon, ça vaut ce que ça vaut, autrement dit pas grand chose, mais en tout cas, si ça vous intéresse, il est dans le top 10. Ça va peut-être vous motiver à le voir. Si moi, vous ne me croyez pas, croyez peut-être le top Sight and Sound, je sais pas le prononcer. C'est Sight and Sound, j'en sais rien, ça se trouve c'est Might and Magic et j'ai oublié, j'ai confondu. Trop de mots en anglais. Et donc dans Beau Travail de Claire Denis, on va suivre des soldats français en Afrique. Il me semble que c'est Djibouti. Et ces légionnaires, qu'est-ce qu'ils font? Rien. Ils s'emmerdent en fait. Ces légionnaires, ils sont là au beau milieu d'une sorte de désert, ils ont rien à faire. Et le personnage principal, c'est un légionnaire qui est joué par Denis Lavant. Voilà, exceptionnel Denis Lavant, tout le monde aime Denis Lavant, donc regardez le film rien que pour Denis Lavant. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, pendant tout le film, tu as des séquences, en fait, où tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? En fait, des séquences assez, on va dire, oniriques, où tu vois, bon, c'est un peu homo-érotique aussi, où tu vois comme ça des décors, comme ça, en train de s'étendre, de faire de grands gestes, de grands mouvements, et tu te dis, ouais, ok, il y a une représentation, je sais pas, un peu fantasmée de qu'est-ce que c'est que la Légion étrangère, de ces gens qui s'ennuient, en fait, finalement. Mais ça, je trouve ça intéressant aussi, c'est-à-dire qu'en fait, là, représenter des légionnaires, représenter des soldats, mais pas, tu sais, genre pam pam boum boum comme dans un film américain, mais comme des mecs qui s'emmerdent parce qu'en fait, il n'y a rien à faire. Là, encore une fois, tu as un point de vue original. J'ai pas vu ça tant de fois au cinéma. Il y a peut-être Jared de Sam Mendes qui en parle. Il y avait la Troisième Guerre aussi qui abordait un peu sous cet angle-là, c'est-à-dire en fait, on avait des légionnaires en France qui font Vigipirate et ils patrouillent. Et en fait, il se passe rien et du coup, ils se font chier. Et ça, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une autre vision de l'armée. Et c'est là, je fais un petit aparté, vous savez Simon Puch là, il y avait une polémique il y a quelques mois où en fait il était là en train d'expliquer vous savez, moi je suis allé en Ukraine, moi je voulais voir des tanks, alors j'ai demandé des tanks et puis en fait à un moment donné j'ai engueulé le mec parce que voilà, il voulait me montrer les tranchées et puis en fait il y avait juste des mecs qui buvaient le café, franchement c'était nul, non mais nous on veut de l'action, nous on veut des choses sans cette liste pour notre reportage et tout. Bon Simon, tu es médiocre, hein, voilà, tu n'es pas un artiste, voilà, tu n'es ni un journaliste ni un artiste, parce que le journaliste, le but c'est quand même de représenter un peu quelque chose de réel. Parce que là on a des exemples de films, là je vais donner 3 films qui sont de qualité variable. Je pense pas que le Troisième Guerre ou que Jared soit des chefs-d'œuvre. Beau Travail par contre c'en est un. Mais disons où on a des artistes qui vont travailler une autre représentation de ce que c'est que le soldat.
et peut-être toucher des choses un peu plus vraies. Même si bien sûr je pense qu'aucun soldat va venir me dire oui j'étais à Djibouti, effectivement c'était ça, on faisait des grands gestes avec nos bras comme ça. Mais l'ennui profond d'être là dans sa caserne et de s'emmerder, bah peut-être quand même que ça va toucher le mec qui était à Djibouti. Le fait d'avoir des ordres absurdes avec un ennemi qu'on ne voit pas, où en fait il n'y a rien à faire, là peut-être ça va le toucher. Certes, le film ne représente pas la réalité, mais il va toucher quelque chose de vrai. Vous voyez la différence entre la réalité et le vrai? Bon, et donc pourquoi je vous parle de ce film, Beau Travail, là je vous parle de soldats, de représentations différentes de soldats, vous me dites que ça n'a aucun rapport avec l'artiste. Alors là, je vais vous spoiler, monsieur. C'est la spoliation, je vous prends vos terres et je les collectivise. À la fin du film, il y a un twist. Non, c'est pas un twist, parce qu'en fait, il n'y a pas d'intrigue dans ce film. Il y a le générique, et en fait, on voit le personnage de Denis Lavant danser. C'est juste ça. En fait, ce qu'on a vu pendant le film, c'est un légionnaire, donc un mec, c'est censé être un mec un peu bourrin, un peu bête, dans l'imaginaire des gens, dans l'imaginaire du spectateur, et on le voit comme ça toujours en train d'essayer d'agencer des corps et tout. Et à la fin du film, on se rend compte de quoi? On se rend compte que ce mec, c'était un putain de chorégraphe, c'était un putain de danseur, c'était un putain d'artiste. Et ça là, le fait de représenter limite de façon twist, le fait que le personnage principal en fait c'était un artiste et tout ce qu'on a vu en fait c'était une chorégraphie, le mec il s'emmerdait tellement qu'il a fait de l'art, avec les corps qui étaient à sa disposition, masterclass, pièce de maître monsieur, pièce de maître. Donc il faut bien se rendre compte qu'en fait il n'y a pas une seule façon de représenter des artistes, même entre Aung San Suu, Kelly Reichardt et là Claire Denis, c'est pas la même représentation de l'artiste. Et si je rajoute les autres films que j'ai pu citer, genre Van Gogh de Piala, ou bien les films de Dumont ou les films de Keshish dans lesquels il y a des artistes, on est bien d'accord que ce ne sont pas les mêmes films, que c'est pas traité de la même manière et que les personnages ne sont pas les mêmes. Il y a plein de choses à faire et il faut, je pense, sortir de ce cliché de l'artiste qui est un mec un peu exubérant, qui a un peu un talent et qui va me donner de sombre dans la drogue pour après remonter, enfin bref, faut arrêter ce truc ascension-chute. On est clairement en terrain connu, on est clairement en terrain balisé, et si jamais tu es un peu un artiste toi-même, bon bah tu devrais avoir plus d'ambition esthétique pour raconter qu'est-ce que c'est qu'un artiste, comment une œuvre d'art se crée. Et si vous êtes juste spectateur, bah soyez plus exigeant face à ce que vous regardez.